Rebonjour, nous voilà devant la partie 3, la troisième partie de l'examen du bac Sciences Maths A et B 2013, session normale. On a vu la première partie, la deuxième partie. Maintenant, on est arrivé à voir la troisième partie. Alors, cette troisième partie, elle est aussi divisée en deux parties. Grand 1, c'est montrer que la fonction k, qui est x va correspondre à g de x moins x plus 1, est une bijection de l'intervalle 1 plus l'infini, fermé en 1, dont l'intervalle moins l'infini ln de 2, fermé en ln de 2. La question 2, on déduit qu'il existe un réel unique de l'intervalle 1 plus infini ouvert en 1 qui vérifie 1 plus g de alpha est égal à alpha. La partie 2 de la troisième partie, on considère la suite numérique un, n supérieur ou égal à 0, définie par u0 supérieur ou égal à 1 inférieur strictement à alpha, et quel que soit n supérieur ou égal à 0, un plus 1 est égal à 1 plus g de un. La question 1, petit a, montrant que quel que soit n supérieur ou égal à 0, un est supérieur ou égal à 1 inférieur strictement à alpha. Petit b, on doit montrer que la suite n supérieur ou égal à 0 est strictement croissante. Pour la question petit c de la question petit a, on déduit que la suite un est convergente et que la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à alpha. La deuxième partie est la dernière, la question 2 est la dernière. La question 2 elle est divisée elle en trois questions, petit a, petit b, petit c. Pour la question petit a, on doit montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 0, la valeur absolue de n plus 1 moins alpha, inférieur ou égal à 1 demi, la valeur absolue de n moins alpha. Et pour petit b, on doit montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 0, la valeur absolue de n moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n qui multiplie la valeur absolue de u0 moins alpha. Et la question petit c, on déduit une deuxième fois que la limite de n est égale à alpha. Ça veut dire qu'on a calculé la limite de n de deux manières différentes et toujours on trouve alpha. Donc voilà, c'est tout pour cette troisième partie qui est concernée à l'étude d'une suite et de montrer sa convergence et de chercher sa limite de deux manières différentes. On se trouve tout à l'heure pour la correction ensemble. Alors, nous y voilà devant la correction de la troisième partie du problème, proposé d'analyse, proposé au baccalauréat 2013 session normale pour les sciences maths A et B. Cette troisième partie, elle est divisée en deux parties. Alors, pour la première partie, la question 1, on doit montrer que la fonction k, qui est x va correspondre à gx moins 1 plus 1, est une bijection de 1 plus infini fermé en 1 vers moins l'infini ln de 2 fermé en 2. Alors, on a k est continu sur 1 plus infini. Pourquoi? C'est la somme de deux fonctions continues sur 1 plus infini. On sait que g est une fonction continue sur 1 plus infini, d'après la deuxième partie. Et la fonction moins x plus 1, c'est une fonction affine qui est continue sur R, en particulier sur 1 plus infini. Donc, leur somme, qui nous donne la fonction k, elle est continue sur 1 plus l'infini. La première des choses. Deuxièmement, sans parler de la dérivabilité, k elle est dérivable. Pourquoi? Parce que g elle est dérivable et moins x plus 1 est dérivable. Bien sûr, sur 1 plus infini, la fonction dérivée de k, c'est k' est égal à g'. La dérivée de moins x est moins 1. Et on sait que g' de x, elle est compris entre 0 et 1 demi. Donc, en soustrayant moins 1, on obtient g de x, g' de x moins 1, elle est inférieure ou égale à moins 1 demi. Ça veut dire qu'elle est strictement négative. Donc, notre fonction k, elle est strictement décroissante sur 1 plus infini. Donc, on a les deux conditions sont assurées, sont vérifiées. La continuité sur 1 plus infini et la stricte monotonie sur 1 plus infini. Alors, puisque elle est continue sur 1 plus infini et strictement décroissante sur 1 plus infini, alors c'est une bijection, K c'est une bijection de 1 plus infini vers un intervalle J qui est égal à l'image de 1 plus infini par K. Et comme K est strictement négatif, strictement décroissante, alors on va interverser ici l'ordre, on obtient, c'est la limite de K de X quand X tend vers plus l'infini,
et k de 1 qui est égal à moins l'infini et ln de 2, ça veut dire limite de k de x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini, et k de 1 est égal à ln de 2. En effet, on doit justifier cette égalité. On a k1 est égal à g de 1, moins 1 plus 1 c'est 0, ça veut dire g de 1, et g de 1 est égal à ln de 2. Voilà, c'est assuré. Et limite de k de x quand x tend vers plus l'infini, c'est limite de g de x moins x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. En factorisant par x, on obtient cette limite de x qui multiplie g de x sur x moins 1 plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. Or, limite de g de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0, c'est déjà trouvé lors de la deuxième partie de ce problème. Limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est aussi 0. Et par suite, limite de lorsque x tend vers plus l'infini de cette quantité g de x sur x moins 1 plus 1 sur x, ici 0, il tend vers 0, ici tend vers 0, il reste moins 1, donc c'est moins 1. Et comme limite de x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, on multiplie moins 1 par plus l'infini, on obtient la limite de k de x quand x tend vers plus l'infini et moins l'infini. Et voilà, c'est vérifier cette égalité. Voilà, j'ai conclu, ou bien on a conclu que notre fonction k, c'est bien une bijection de 1 plus l'infini vers moins l'infini et ln de 2. Passons maintenant à la deuxième question de la partie 1. Déduisons de cela qu'il existe un réel alpha qui appartient unique, qui appartient à 1 plus l'infini, tel que 1 plus g de alpha est égal à alpha. Alors, on a vu que k, c'est une bijection de 1 plus l'infini vers moins l'infini et ln de 2. Et 0, il appartient à moins l'infini et ln de 2. Alors, puisque 0 appartient à l'ensemble dérivé, c'est-à-dire de l'application de la fonction, moins l'infini et ln de 2, alors il admet un antécédent unique alpha. C'est-à-dire qu'il existe un alpha unique qui appartient à 1 plus l'infini, tel que k de alpha est égal à 0. Et k de alpha, ce n'est que g de alpha plus 1 moins alpha est égal à 0. Et de là, on déduit que 1 plus g de alpha est égal à alpha. Donc, on conclut qu'il existe un unique alpha qui appartient à 1 plus l'infini, tel que 1 plus g de alpha est égal à alpha. La deuxième partie de la partie 3, elle est réservée à l'étude d'une suite récurrente. Soit la suite un, tel que U0 supérieur ou égal à 1 inférieur strictement à alpha, et quel que soit n supérieur ou égal à 0, Un plus 1 est égal à 1 plus g de n. La première question, petit a, on nous doit montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 0, Un elle est supérieur ou égal à 1 inférieur strictement à alpha. Alors pour cela, on va procéder par la démonstration par récurrence. Et la démonstration par récurrence, elle est constituée de 3 étapes. L'initialisation, l'hérédité et puis la conclusion. Pour l'initialisation, on va vérifier que cette propriété, elle est vraie pour la première valeur de n, c'est 0. Alors pour n égale à 0, on a U0, c'est déjà parmi les données. U0 supérieur ou égal à 1 inférieur à alpha, donc elle est bien vérifiée pour n égale à 0. L'étape d'hérédité, on suppose que n est supérieur ou égal à 1 inférieur strictement à alpha. Elle est vraie pour un certain rang n qui est strictement supérieur à 1. Pour n égale à 0, c'est déjà vérifié. Donc, le rang qui est juste après 0, c'est 1. Pardon, ici, n supérieur ou égal à 1. Donc, j'ai oublié de mettre ici 0, supérieur ou égal à 1. Donc, on suppose qu'il est vrai pour 1, pour 2, jusqu'à un rang n qui est supérieur à 1. Et on doit montrer qu'il est vrai juste pour un rang qui est le rang qui est après n. C'est n plus 1. Ça veut dire que un plus 1 est supérieur ou égal à 1 inférieur strictement à alpha. Alors, celle-là, c'est l'hypothèse de récurrence. Un compris largement supérieur à 1 et inférieur strictement à alpha. Alors, on a un, il est supérieur ou égal à 1 inférieur strictement à alpha. Et comme g est strictement croissante sur 1 alpha, en principe sur 1 plus l'infini, en particulier sur 1 alpha, alors g de 1, elle est inférieur ou égal à g de n, inférieur strictement à g de alpha, en appliquant g aux 3 membres de cette double inégalité. C'est-à-dire ln de 2, g de 1 c'est ln de 2, ici on obtient g de n, et g de alpha, comme alpha est égal à 1 plus g de alpha, donc g de alpha est égal à alpha moins 1. Voilà, est égal à alpha moins 1. D'où, en ajoutant 1 aux 3 membres, ici, on obtient ln de 2 plus 1, g de n plus 1, alpha plus 1, c'est alpha. Or, g de n plus 1 n'est que un plus 1. Et comme 1 inférieur à 1 plus ln de 2, on déduit que un plus 1, elle est supérieure ou égal à 1, inférieur strictement à alpha. Voilà
cette implication un supérieur ou égal à 1 inférieur strictement alpha entraîne que un plus 1 supérieur ou égal à 1 inférieur strictement alpha est vrai. Et par suite, l'étape 3 de la démonstration par récurrence, il suffit d'écrire conclusion. D'après le principe de récurrence, on a bien, quel que soit n supérieur ou égal à n appartient à n, ou bien n supérieur ou égal à 0, un est supérieur ou égal à 1 inférieur à alpha. Ça veut dire que tous les termes de la suite un appartient à l'intervalle 1 fermé alpha. Montrons maintenant que n est strictement croissante. Alors, pour cela, soit n appartient à n. On a un, elle est supérieure ou égale à 1, inférieure strictement alpha. Et comme k elle est strictement décroissante sur 1 plus infini, alors elle est sur 1 alpha. En appliquant k à ces trois termes, trois membres de cette double inégalité, on obtient, en inversant, en appliquant k et on inverse l'ordre. On obtient k alpha inférieur strictement à k de n qui est inférieur ou égal à k de 1. Et comme k de alpha égale à 0. Pourquoi k de alpha est égal à 0? Voyons, on a... Alors, k de alpha, c'est g de alpha moins alpha plus 1. Et comme 1 plus g de alpha plus 1 est égal à alpha, donc g de alpha moins alpha plus 1 est égal à 0. Donc k de alpha égale à 0. Voilà. Et k de un, c'est g de un plus 1 moins un. Et g de un plus 1, ce n'est que un plus 1 moins un. Alors, on a ici k de 1, k de alpha, pardon, k de alpha, elle est égale à 0. Et k de un, c'est quoi? C'est un plus 1 moins un. Donc, on conclut que un plus 1 moins un, il est strictement supérieur à 0. Et cela pour tout n, puisqu'on a fixé ici un n quelconque qui appartient à n. Donc, quel que soit n appartient à n, un plus 1 moins n est strictement positif, d'où n est strictement croissante. Donc, voilà notre suite, elle est strictement croissante et on a bien répondu à la question petit. La question C. Déduisons que n est convergente et que sa limite, c'est alpha. Alors, on a eu n est croissante et elle est majorée par alpha. Puisque tous les termes de la suite un sont inférieurs strictement à alpha. Donc un est croissante, elle est majorée par alpha, donc elle est convergente d'après les critères de convergence des suites. Donc elle est convergente. Maintenant on sait bien qu'elle est convergente, ça veut dire qu'elle a demi-limite. On va chercher cette limite, on va calculer, on va prouver qu'elle est égale à alpha. Alors pour cela, on note f est égal à 1 plus g, c'est la fonction 1 plus g. Alors d'après tout ce qui précède, on a déjà eu 0 d'après les données appartient à 1 alpha. Et 1 plus 1, au lieu d'écrire c'est g de n plus 1, on va l'écrire f de n, par commodité d'écriture, tout simplement. n supérieur ou égal à 0. On a f qui est 1 plus g, elle est continue sur 1 alpha, c'est déjà vu. f de 1 alpha, c'est f de 1 qui est égal à g de 1 plus 1. Et f de alpha, elle est égale à alpha. Donc, elle est 1 plus g de alpha est égal à alpha, qui est inclus dans 1 alpha. F, elle est croissante. F, c'est 1 plus g. G, elle est croissante. On ajoute 1, elle reste toujours croissante. C'est pour cela qu'on a conservé ici l'ordre. F est croissante. Et g de 1, c'est quoi g de 1? C'est ln de 2. Et g de alpha est égal à alpha moins 1. En ajoutant 1, on obtient 1 plus ln de 2. En ajoutant 1, on obtient ici alpha, qui est inclus dans 1 alpha. Donc l'intervalle qui nous concerne maintenant, c'est 1 alpha. Et de plus, un, la suite un, elle est convergente. Puisque ces 4 points sont réalisés, on déduit automatiquement que limite de n, puisqu'elle est convergente, limite de n, c'est L, avec L compris largement entre 1 et alpha. Puisque la suite un, tous les termes de la suite un sont pris entre 1 et alpha, alors la limite aussi sera largement compris entre les bornes 1 et alpha. Or, la seule valeur dans 1 alpha, telle que f de alpha est égal à L, c'est alpha. Pourquoi? Car f de alpha est égal à 1 plus g de alpha, et d'après la question déjà trouvée, la question petit b, 1 plus g de alpha est égal à alpha. Donc la limite de L, c'est
de un, pardon, c'est alpha. Voilà, on a bien montré que notre suite un est convergente et la limite de un, c'est alpha. Maintenant, pour la question 2, on va voir d'autres techniques, pour montrer que la limite de un, c'est alpha. Voilà. Pour la question de petit a, montrons que quel que soit n supérieur ou égal à 0, la valeur absolue de n plus 1 moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 demi, la valeur absolue de n moins alpha. Alors, toujours en conservant la même notation, pour f est égal à 1 plus g. Cette fonction, elle est dérivable. Pourquoi g est dérivable? Bien sûr, 1 est une constante, elle est dérivable et elle est continue sur 1 plus l'infini. Et comme alpha appartient à 1 plus l'infini, et quel que soit n appartient à un appartient à 1 alpha qui est inclus aussi en 1 plus infini, alors donc 1 et un sont deux termes, deux éléments de l'intervalle 1 plus infini. Et on sait que n il est inférieur à alpha. Donc, on peut dire que notre fonction f, elle est continue, puisqu'il est continu sur 1 plus infini, il est continu sur un alpha fermé, puisque un et alpha sont deux éléments de 1 plus infini, et un inférieur à alpha. Et elle est dérivable en général sur 1 plus infini, donc en particulier, on peut dire qu'elle est dérivable sur l'intervalle ouvert un alpha. Et de plus, on a quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, f' de x, elle est strictement supérieure à 0, inférieur ou égal à 1 demi. C'est f' de f', c'est g'. Et g', on a déjà vu lors de la deuxième partie qu'elle est strictement supérieure à 0, inférieur ou égal à 1 demi. Et cela pour quel que soit x appartient à 1 plus l'infini. Or, f' de x de cette double inégalité, on conclut que la valeur absolue de f' de x elle est inférieure ou égale à 1 demi. Donc, récapitulons, on a notre fonction f est continue, on a notre fonction f est continue sur un alpha, dérivable sur un alpha ouvert, de plus, quel que soit x appartenant à 1 plus infini, on a la valeur absolue de f' de x, elle est inférieure ou égale à 1 demi. Alors, d'après le théorème des inégalités des accroissements finis appliqué à f dans l'intervalle un alpha, on déduit que pour tout n supérieur ou égal à 0, on a f de un moins f de alpha, il est inférieur ou égal à 1 demi, qui multiplie la valeur absolue de un moins alpha. C'est-à-dire, f de un c'est 1 plus g de un qui est un plus 1, et f de alpha c'est 1 plus g de alpha qui est égal à alpha. Donc on obtient 1 plus alpha moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 demi, la valeur absolue de n moins alpha. Voilà l'explication de calcul ici. Donc en conclusion, on a quel que soit n dans n, la valeur absolue de n plus 1 moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 demi, qui multiplie la valeur absolue de n moins alpha. Pour la question petit b et l'avant-dernière, on doit montrer que quel que soit n dans n, la valeur absolue de n moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 sur 2 à la puissance n, qui multiplie la valeur absolue de u0 moins alpha. Pour montrer cette propriété, on va utiliser la démonstration par récurrence. Il y a une méthode par itération, mais celle par récurrence, elle est plus commode et elle est plus facile. Par récurrence, on a l'étape d'initialisation. Pour n égale à 0, on a, en remplaçant n par 0, on obtient la valeur de u0 moins alpha, qui est égale à 1 demi à la puissance 0, qui multiplie la valeur de u0 moins alpha. 1 demi à la puissance 0, c'est 1, donc c'est le même. Ça veut dire que la valeur de n moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance 0, qui multiplie la valeur de u0 moins alpha. L'étape d'hérédité, on suppose que n moins alpha il est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n, qui multiplie la valeur de u0 moins alpha pour un certain rang n supérieur, strictement supérieur à 0, ça veut dire supérieur ou égal à 1, et montrant que la valeur de n plus 1, il est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1, qui multiplie la valeur absolue de u0 moins alpha. C'est-à-dire, cette propriété, si on suppose, si notre hypothèse de récurrence elle est vraie pour l'ordre n, pour le rang n, on doit montrer qu'elle est vraie pour l'ordre juste après n, c'est pour n plus 1. C'est-à-dire, en plaçant ici n par n plus 1. Donc, il reste à montrer celle-là qu'elle est vraie. Alors, d'après la question de A, c'est dessus, on a pour tout n, un plus 1 moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 demi, la valeur absolue de n moins alpha. Et comme la valeur absolue de n moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n, qui multiplie la valeur absolue de u0 moins alpha, c'est notre hypothèse de récurrence, alors, la valeur absolue de n plus 1 moins alpha,
il est inférieur ou égal à 1 demi, et comme un moins alpha, il est inférieur à 1 demi à la puissance n, ça veut dire 1 demi qui multiplie 1 demi à la puissance n, qui multiplie la valeur absolue de u0 moins alpha. Voilà, c'est-à-dire la valeur absolue de n plus 1 moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1, qui multiplie la valeur absolue de u0 moins alpha. L'étape 3 de la récurrence, c'est la conclusion. D'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n dans n, la valeur absolue de n moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n, qui multiplie la valeur absolue de u0 moins alpha. Cette relation, je l'ai notée étoile pour que je puisse utiliser dans la dernière question lors du calcul de la limite de n. Voilà, c'est la question, la dernière, petit c, déduisant que limite de n c'est alpha. En utilisant la relation étoile, celle-là, on a limite de 1 sur 2 à la puissance n égale à 0. Pourquoi? Parce que 1 demi, il est compris entre moins 1 et 1. Suite géométrique de raison, 1 demi compris entre moins 1 et 1, donc ça limite, la limite de q à la puissance n quand il tend vers plus l'infini égale à 0. Donc cette limite égale à 0. Et on a u0, elle est supérieure ou égale à 1, inférieure strictement alpha. Ça veut dire que la valeur absolue de u0 moins alpha, elle est finie. Un nombre fini. On les multiplie par 0, donc cette quantité tout entière, elle est égale à 0, elle tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Donc d'après les critères de convergence 18, on déduit que la limite de n, c'est alpha. Et voilà, c'est tout. On a montré que la limite de n est égale à alpha par deux méthodes différentes. Bon courage et à une autre vidéo, Inch'Allah.